La question de savoir si la fin de l'ordre libéral international est déjà actée traverse aujourd'hui l'ensemble des débats stratégiques, diplomatiques et intellectuels, tant elle touche au cœur de l'organisation du monde contemporain, car l'ordre libéral international n'est pas seulement un ensemble de règles abstraites mais une architecture de pouvoir, de normes et d'institutions façonnées progressivement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et longtemps portée par une conviction centrale, celle que la coopération multilatérale, le libre-échange, la diffusion des valeurs démocratiques et la primauté du droit international pouvaient garantir une stabilité durable, éviter les conflits majeurs et favoriser la prospérité globale. Pendant plusieurs décennies, cet ordre a structuré les relations internationales, même lorsqu'il était contesté ou imparfaitement appliqué, mais aujourd'hui les signes de fragilisation se multiplient, les crises se succèdent, les règles sont ouvertement remise en cause, et de nombreux observateurs évoquent non plus un simple affaiblissement mais une rupture historique. Pour analyser si cette fin est déjà actée, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement l'ordre libéral international, car il est souvent invoqué comme un concept monolithique alors qu'il recouvre des dimensions multiples, institutionnelles, économiques, normatives et stratégiques. Sur le plan institutionnel, il repose sur des organisations comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC et une multitude de traités multilatéraux. Sur le plan économique, il promeut l'ouverture des marchés, la libre circulation des capitaux et des biens. Sur le plan politique, il valorise la souveraineté encadrée par le droit international, la démocratie représentative et les droits humains. Et sur le plan stratégique, il s'appuie historiquement sur la puissance américaine comme garant ultime de la sécurité et de la stabilité. Cet ensemble n'a jamais été universellement accepté ni parfaitement cohérent, mais il a constitué un cadre de référence dominant, même pour ceux qui le contestaient partiellement. La guerre froide a montré que l'ordre libéral pouvait coexister avec un rival idéologique majeur, mais son expansion après 1991, dans un contexte d'unipolarité américaine, a nourri l'idée qu'il était devenu l'horizon naturel de l'histoire mondiale. Cette certitude a profondément marqué les élites occidentales, qui ont souvent confondu la domination d'un moment historique avec une loi durable. Or cette confusion apparaît aujourd'hui comme l'un des facteurs clés de la crise actuelle, car l'ordre libéral international reposait sur des conditions spécifiques, une puissance dominante prête à en assumer les coûts, une relative homogénéité idéologique entre les grandes économies avancées, et une mondialisation perçue comme globalement bénéfique. Ces conditions se sont progressivement érodées, la puissance américaine reste considérable mais elle est contestée, fragmentée, et parfois réticente à jouer le rôle de garant universel. L'homogénéité idéologique a cédé la place à une pluralité de modèles politiques revendiqués comme légitimes, et la mondialisation est de plus en plus perçue comme génératrice d'inégalités, de dépendance et de vulnérabilité. Dans ce contexte, parler de fin de l'ordre libéral ne signifie pas nécessairement son effondrement brutal, mais peut désigner un processus de délitement, une perte de centralité et de légitimité progressive. Les crises financières, les conflits armés, les violations répétées du droit international, le retour de la guerre de haute intensité et la remise en cause ouverte du multilatéralisme sont autant de signaux faibles devenus forts, mais ces signaux doivent être analysés avec prudence, car l'histoire internationale est marquée par des phases de transition longues, souvent ambiguës, où l'ancien ordre persiste tout en étant de plus en plus contesté. Pour savoir si la fin est déjà acté, il faut donc se demander si les principes fondateurs de l'ordre libéral continuent d'organiser effectivement les comportements des États, ou s'ils ne sont plus que des références rhétoriques déconnectées des pratiques réelles. Sur le plan du droit international par exemple, les normes existent toujours, les institutions fonctionnent encore, mais leur capacité à contraindre les grandes puissances s'est nettement affaiblie, les violations ne sont plus systématiquement sanctionnées, et le principe de souveraineté tend à reprendre le dessus sur les logiques de responsabilité collective. Ce glissement suggère non pas une disparition immédiate de l'ordre libéral, mais une transformation profonde de son statut, d'un cadre normatif structurant à un répertoire de justifications mobilisées de manière sélective. Cette instrumentalisation affaiblit la crédibilité de l'ensemble du système, car un ordre fondé sur des règles ne peut survivre durablement si celles-ci sont appliquées de manière asymétrique. Sur le plan économique, la même ambivalence apparaît, les échanges internationaux restent massifs, les chaînes de valeur globale continuent de structurer l'économie mondiale, mais le consensus en faveur du libre-échange s'est fissuré, les politiques industrielles, les barrières commerciales, les sanctions économiques et les stratégies de découplage se multiplient, révélant un retour de la logique de puissance dans un espace qui se voulait régulé par des règles communes.
Cette évolution ne signe pas nécessairement la fin de l'ordre libéral, mais elle en modifie profondément la nature, en le rendant plus fragmenté, plus conflictuel et moins prévisible. Sur le plan politique, enfin, la diffusion de la démocratie, longtemps présentée comme un pilier de l'ordre libéral, marque le pas. Les régimes autoritaires s'affirment, revendiquent leur légitimité et proposent des récits alternatifs, tandis que les démocraties elles-mêmes traversent des crises de confiance et de fonctionnement. Ce recul normatif fragilise l'idée d'un ordre fondé sur des valeurs universelles partagées, sans pour autant effacer totalement ces valeurs du paysage international. Cette coexistence de principes affirmés et de pratiques divergentes est au cœur du débat, car elle rend difficile toute conclusion tranchée. L'ordre libéral international semble à la fois toujours présent et déjà dépassé. Il continue de structurer certaines interactions tout en perdant sa capacité à imposer un cadre global cohérent. Cette situation hybride nourrit l'impression d'une fin imminente, mais elle peut aussi être interprétée comme une phase de transition vers un ordre différent, dont les contours restent incertains. La question devient alors moins de savoir si l'ordre libéral est mort que de comprendre ce qui est en train de le remplacer, ou de s'y superposer, et si cette transformation est déjà suffisamment avancée pour être considérée comme irréversible, car l'histoire montre que les ordres internationaux ne disparaissent pas du jour au lendemain, ils s'érodent, se recomposent, et laissent souvent derrière eux des institutions et des normes qui survivent sous des formes nouvelles. Analyser cette dynamique exige donc de dépasser les diagnostics alarmistes comme les dénégations rassurantes, pour observer attentivement les pratiques concrètes des acteurs, leurs choix stratégiques, leurs discours et leurs contradictions. C'est dans cet entre-deux, entre continuité et rupture, que se joue aujourd'hui le destin de l'ordre libéral international. Pour poursuivre cette analyse, il est nécessaire d'examiner plus en détail les facteurs structurels qui alimentent la remise en cause de l'ordre libéral international, car ce sont eux qui permettent d'évaluer si le processus engagé est réversible ou s'il a déjà franchi un seuil critique. L'un de ces facteurs est la transformation de la distribution de la puissance à l'échelle mondiale. L'ordre libéral tel qu'il a existé reposait largement sur une hiérarchie relativement claire, avec une puissance dominante capable de fournir des biens publics globaux, sécurité maritime, stabilité financière, accès au marché. Aujourd'hui, cette hiérarchie est brouillée. La montée en puissance de la Chine, le retour stratégique de la Russie, l'affirmation de puissances régionales et le poids croissant d'acteurs non étatiques créent un environnement beaucoup plus compétitif, dans lequel aucun acteur n'est en mesure d'imposer seul des règles universelles. Cette multipolarité de fait complique la gouvernance globale, car les intérêts sont plus divergents et les mécanismes de coordination plus fragiles. L'ordre libéral n'est pas conçu pour fonctionner sans un centre de gravité clairement identifié, et la difficulté des États-Unis à assumer pleinement ce rôle, pour des raisons à la fois internes et externes, constitue un facteur majeur de déstabilisation. Un autre facteur clé est la crise de légitimité du multilatéralisme, longtemps présenté comme l'expression institutionnelle de l'ordre libéral. De nombreuses organisations internationales sont aujourd'hui perçues comme inefficaces, biaisées ou déconnectées des réalités contemporaines. Les blocages au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, les difficultés de l'OMC à arbitrer les différends commerciaux, et les critiques récurrentes sur la gouvernance des institutions financières internationales alimentent un scepticisme croissant. Ce scepticisme n'est pas limité aux puissances révisionnistes, il est également présent au sein des pays qui ont historiquement soutenu l'ordre libéral. Cette convergence de critiques affaiblit la capacité de ces institutions à jouer leur rôle de pilier de l'ordre international, mais elle ne signifie pas nécessairement leur disparition, plutôt une phase de marginalisation relative, où les décisions majeures se prennent de plus en plus en dehors des cadres multilatéraux formels, à travers des coalitions ad hoc, des accords bilatéraux ou des forums informels. Cette évolution traduit un glissement du multilatéralisme universel vers un multilatéralisme sélectif, plus pragmatique mais aussi plus fragmenté. Un troisième facteur est l'évolution des normes et des valeurs. L'ordre libéral reposait sur l'idée d'une convergence progressive vers un ensemble de principes partagés, démocratie, droits humains, économie de marché. Cette idée de convergence est aujourd'hui largement remise en cause, non seulement par des régimes autoritaires affirmés, mais aussi par des sociétés démocratiques qui contestent certaines dimensions de la mondialisation libérale. Le pluralisme des modèles politiques et économiques devient une réalité revendiquée, et la notion même de valeurs universelles est de plus en plus contestée. Ce relativisme normatif fragilise l'ordre libéral, car il en érode le socle idéologique, sans lequel les règles apparaissent comme de simples instruments de pouvoir. Cette perception est renforcée par l'application sélective des principes libéraux, lorsque
Certaines violations sont sanctionnées et d'autres tolérées pour des raisons géopolitiques. Cette asymétrie alimente le discours selon lequel l'ordre libéral est moins un ordre fondé sur des règles qu'un ordre fondé sur les intérêts des plus puissants. Ce discours trouve un écho croissant, en particulier dans ce que l'on appelle le Sud global, où l'expérience historique du colonialisme et des interventions extérieures nourrit une méfiance structurelle envers les normes imposées de l'extérieur. Cette dimension post-coloniale est souvent sous-estimée dans les analyses occidentales, mais elle joue un rôle central dans la recomposition actuelle, car elle limite la capacité des puissances libérales à rallier un soutien large à leurs initiatives. Un quatrième facteur est la transformation technologique, qui modifie profondément les rapports de force et les modes de régulation, les technologies numériques, l'intelligence artificielle, les cybercapacités et les plateformes globales. Échappe en grande partie au cadre réglementaire traditionnel. L'ordre libéral, conçu à une époque où les États étaient les principaux acteurs, peine à intégrer ces nouvelles dimensions. La souveraineté numérique, la maîtrise des données et la régulation des technologies deviennent des enjeux centraux, souvent traités de manière nationale ou régionale plutôt que globale. Cette fragmentation technologique fragilise encore la cohérence de l'ordre international, car elle crée des sphères d'influence numérique relativement autonomes, dans lesquelles les règles diffèrent. Ce phénomène est parfois décrit comme une balkanisation du cyberespace. Il illustre la difficulté croissante à maintenir un ordre libéral universel dans un monde technologiquement fragmenté. Enfin, un facteur souvent négligé mais crucial est la perception de l'efficacité. L'ordre libéral international s'est imposé en partie parce qu'il semblait fonctionner, il produisait de la croissance, de la stabilité relative et une réduction des conflits entre grandes puissances. Lorsque cette perception d'efficacité s'érode, le soutien politique s'affaiblit. Les crises récentes, financières, sanitaires, sécuritaires, ont mis en lumière les limites de la coordination internationale, même dans des domaines où l'interdépendance est évidente. Cette incapacité perçue à répondre rapidement et équitablement aux crises alimente l'idée que l'ordre existant n'est plus adapté, et qu'il doit être remplacé ou profondément réformé. Ces facteurs combinés suggèrent que la remise en cause de l'ordre libéral est profonde et multidimensionnelle, mais ils ne permettent pas encore de conclure de manière définitive que sa fin est actée, car il faut aussi observer les éléments de résilience, les domaines où les principes libéraux continuent de structurer les comportements, malgré les discours de rupture. Par exemple, malgré les tensions commerciales, le commerce international reste largement organisé autour d'eux. Règles et d'institutions héritées de l'ordre libéral. Malgré les violations du droit international, la majorité des États continuent de s'y référer, ne serait-ce que pour justifier leurs actions. Cette référence constante, même instrumentale, indique que l'ordre libéral conserve une forme de centralité normative. De même, malgré la montée des discours souverainistes, la coopération internationale persiste dans de nombreux domaines, climat, santé, finances, montrant que l'interdépendance crée des contraintes fortes, difficiles à ignorer. Cette coexistence de contestation et de continuité renforce l'idée d'une phase de transition plutôt que d'une fin brutale, mais la durée et l'issue de cette transition restent incertaines, car l'histoire montre que les périodes de recomposition peuvent être longues et instables. Marquées par des crises récurrentes et des ajustements partiels, la question n'est donc pas seulement de savoir si l'ordre libéral est en déclin, mais s'il existe un projet alternatif cohérent capable de le remplacer. Et c'est précisément sur ce point que l'analyse devient plus complexe, car si de nombreux acteurs contestent l'ordre existant, peu proposent un modèle global alternatif. La Chine, par exemple, critique certains aspects de l'ordre libéral mais en bénéficie largement et ne cherche pas nécessairement à le démanteler entièrement, plutôt à le remodeler à son avantage. Cette ambivalence suggère que l'ordre libéral n'est pas encore remplacé, mais transformé de l'intérieur, ce qui rend sa fin difficile à dater. Elle est peut-être déjà entamée, mais pas encore actée au sens d'un basculement irréversible, et c'est dans cette zone d'incertitude que se situe aujourd'hui le débat sur l'avenir de l'ordre international. Cette zone d'incertitude appelle une réflexion plus approfondie sur les scénarios possibles de transformation de l'ordre international, car la fin d'un ordre ne signifie pas nécessairement l'émergence immédiate d'un autre clairement identifiable. Souvent les périodes de transition sont caractérisées par un chevauchement de logique, de normes et de pratiques, ce qui rend le diagnostic particulièrement délicat. Dans le cas de l'ordre libéral international, plusieurs trajectoires se dessinent, sans qu'aucune ne s'impose encore de manière définitive. L'une de ces trajectoires est celle d'un ordre libéral affaibli mais persistant, un ordre qui continue d'exister sous une forme réduite, moins universelle, plus régionale.
est davantage fondée sur des coalitions de pays partageant des intérêts et des valeurs similaires. Dans ce scénario, les institutions multilatérales ne disparaissent pas mais deviennent des plateformes parmi d'autres, concurrencées par des arrangements régionaux, des accords plurilatéraux et des cadres informels. L'ordre libéral cesse alors d'être le cadre global unique pour devenir l'un des sous-systèmes de la gouvernance mondiale. Cette évolution correspond déjà en partie à la réalité actuelle, où l'Union européenne, par exemple, continue de promouvoir des normes libérales à l'échelle régionale, tandis que d'autres régions développent leur propre cadre. Une autre trajectoire possible est celle d'un basculement vers un ordre fondé sur la puissance et les sphères d'influence, dans lequel les règles sont secondaires par rapport au rapport de force. Ce scénario est souvent évoqué par ceux qui observent le retour de la guerre de haute intensité, la militarisation des relations internationales et la remise en cause ouverte de la souveraineté des États. Dans un tel monde, l'ordre libéral serait remplacé par un ordre plus fragmenté, marqué par des zones de domination où les normes sont définies par les puissances régionales. Ce scénario n'est pas purement théorique, il se manifeste déjà dans certaines régions, mais il se heurte à la réalité de l'interdépendance globale, car même les puissances les plus assertives ne peuvent se soustraire totalement aux règles et aux institutions existantes, ce qui limite la possibilité d'un retour complet à un monde prélibéral. Une troisième trajectoire envisageable est celle d'un ordre hybride, combinant des éléments de l'ordre libéral et des pratiques non libérales. Dans ce scénario, les règles continuent d'exister mais sont appliquées de manière sélective, les institutions fonctionnent mais avec une légitimité variable, et la coopération coexiste avec une compétition accrue. Cette hybridation est peut-être la description la plus fidèle de la situation actuelle, mais elle pose un problème de durabilité, car un ordre hybride peut fonctionner pendant un certain temps, mais il est intrinsèquement instable. Les règles ambiguës, les engagements conditionnels et les normes contestées créent un environnement propice aux crises et aux malentendus. Un quatrième scénario, plus optimiste, est celui d'une réforme profonde de l'ordre libéral, dans laquelle les institutions sont adaptées aux réalités contemporaines, la gouvernance devient plus inclusive, les inégalités sont mieux prises en compte, et le multilatéralisme est revitalisé. Ce scénario suppose une volonté politique forte, en particulier de la part des puissances établies, pour accepter un partage accru du pouvoir et une redéfinition des règles. Il suppose également une capacité à intégrer des acteurs aux modèles différents sans exiger une convergence idéologique totale. Cette réforme est souvent invoquée dans les discours, mais sa mise en œuvre se heurte à des obstacles considérables, car elle implique des compromis difficiles et des renoncements symboliques. Ces différents scénarios montrent que la fin de l'ordre libéral international n'est pas un événement ponctuel mais un processus, et que ce processus peut aboutir à des configurations très différentes. Pour évaluer si cette fin est déjà actée, il faut donc observer non seulement les tendances de déclin mais aussi les dynamiques de recomposition, par exemple le rôle des crises comme catalyseur de changement. Historiquement, les grands chocs ont souvent accéléré la transformation des ordres internationaux. La Première Guerre mondiale a précipité la fin de l'ordre européen du XIXe siècle, la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à l'ordre libéral. Les crises contemporaines pourraient jouer un rôle similaire, mais il est encore trop tôt pour déterminer leur effet cumulatif. Certaines crises renforcent paradoxalement les logiques de coopération, en rappelant l'importance des biens publics globaux, tandis que d'autres accentuent les réflexes nationalistes. Cette ambivalence complique toute prédiction. Un autre élément clé est le comportement des acteurs centraux de l'ordre libéral, notamment les États-Unis et leurs alliés. Si ces acteurs continue de soutenir, mène de manière sélective, les institutions et les règles existantes, l'ordre libéral peut survivre sous une forme amoindrie. En revanche, si le retrait, le contournement ou la remise en cause deviennent la norme, la dynamique de délitement pourrait s'accélérer. Ces choix dépendent en grande partie de facteurs domestiques, des débats politiques internes, des perceptions de coûts et de bénéfices, et des priorités stratégiques. Ce lien étroit entre politique intérieure et ordre international est une caractéristique majeure de la période actuelle. Il signifie que l'avenir de l'ordre libéral ne se joue pas seulement dans les sommets internationaux mais aussi dans les élections, les débats publics et les transformations sociales. De même, le rôle des puissances émergentes est déterminant. Si ces puissances choisissent de s'investir dans la réforme des institutions existantes plutôt que dans leur contournement, l'ordre libéral peut évoluer sans disparaître. Mais si elle privilégie des structures parallèles et des règles alternatives, la fragmentation s'accentuera. Là encore, les signaux sont mixtes. La participation de ces acteurs aux institutions existantes coexiste avec la création de cadres alternatifs.
Ce double jeu reflète une stratégie d'adaptation plutôt qu'une volonté claire de rupture, ce qui suggère que la fin de l'ordre libéral n'est pas encore actée de manière irréversible, mais que sa transformation est déjà bien avancée. Cette distinction est cruciale, car elle permet de dépasser le débat binaire entre continuité et rupture, pour reconnaître la complexité d'un système en mutation. L'ordre libéral international n'est peut-être ni vivant au sens où il l'était dans les décennies passées, ni mort au sens d'un effondrement total. Il est dans un état intermédiaire, contesté, recomposé, fragilisé mais encore opérant, et c'est précisément cet état intermédiaire qui rend la question si difficile à trancher, car il oblige à penser le changement non comme un événement spectaculaire mais comme un glissement progressif, dont les contours ne deviennent clairs qu'a posteriori, ce qui signifie que la fin de l'ordre libéral, si elle est en cours, ne sera peut-être pleinement reconnue qu'une fois un nouvel ordre stabilisé. D'ici là, le monde continuera de naviguer dans cette zone grise, entre règles héritées et pratiques émergentes, entre nostalgie d'un ordre révolu et incertitude face à ce qui vient, et c'est dans cette navigation incertaine que se joue aujourd'hui la question de savoir si la fin de l'ordre libéral international est déjà actée ou simplement annoncée sans encore être consommée. Pour approfondir encore cette interrogation, il faut examiner la dimension psychologique et narrative de l'ordre libéral international, car un ordre ne repose pas uniquement sur des institutions et des rapports de force, il repose aussi sur des récits partagés qui donnent du sens aux règles et justifient les coûts qu'elles impliquent. L'ordre libéral a longtemps été porté par un récit puissant, celui d'un progrès linéaire, d'une paix durable fondée sur l'interdépendance et d'une prospérité croissante grâce à l'ouverture. Ce récit a structuré les choix politiques et économiques de nombreux États, mais il est aujourd'hui profondément fragilisé, non seulement par des crises objectives mais aussi par une perte de confiance dans la promesse même du libéralisme international. Cette érosion narrative est un élément clé pour comprendre pourquoi l'ordre libéral semble en fin de cycle, car lorsque le récit ne convainc plus, les règles apparaissent comme arbitraires et les sacrifices comme injustifiés. Cette perte de sens se manifeste dans les opinions publiques, où le soutien au multilatéralisme et au libre-échange a reculé dans de nombreux pays, y compris parmi ceux qui ont le plus bénéficié de l'ordre libéral. Cette dynamique interne affaiblit la capacité des gouvernements à défendre et à promouvoir cet ordre à l'extérieur, créant un cercle vicieux où la fragilisation interne alimente le déclin externe. Un autre aspect souvent sous-estimé est la temporalité de l'ordre libéral. Il a été conçu dans un contexte où les cycles de décision étaient relativement longs, les négociations multilatérales prenaient des années, et la stabilité était valorisée par rapport à la rapidité. Le monde contemporain est marqué par une accélération constante, médiatique, technologique, économique. Cette accélération est en tension avec les mécanismes de gouvernance libéraux, souvent perçus comme lents et bureaucratiques, face à des crises qui exigent des réponses immédiates. Cette inadéquation temporelle nourrit l'idée que l'ordre existant est dépassé, même lorsque ses principes restent pertinents. Cette perception d'obsolescence est un facteur puissant de délégitimation, car elle alimente la recherche de solutions alternatives, plus rapides, plus flexibles, même si elles sont moins inclusives ou moins normatives. Cette logique favorise le retour de décisions unilatérales et de formats restreints, au détriment des cadres universels. Un autre élément déterminant est la question de la justice internationale. L'ordre libéral s'est toujours présenté comme fondé sur l'égalité souveraine des États et sur des règles communes, mais dans la pratique il a produit et parfois institutionnalisé des asymétries. Les écarts de richesse, de pouvoir et d'influence n'ont pas disparu, et dans certains cas ils se sont accentués. Cette contradiction entre le discours égalitaire et la réalité hiérarchique alimente un ressentiment croissant, notamment parmi les États qui estiment ne pas avoir voix au chapitre dans la définition des règles. Ce ressentiment n'est pas nouveau, mais il trouve aujourd'hui un terrain plus favorable, car la capacité des puissances libérales à imposer leur vision est réduite, et les alternatives, même imparfaites, apparaissent plus accessibles. Cette contestation par le bas est un indicateur important, car elle suggère que l'ordre libéral ne fait plus consensus même parmi ceux qu'il prétend inclure. Cependant, il serait réducteur de conclure que cette contestation équivaut à une rupture définitive, car beaucoup de ces critiques visent moins les principes de coopération et de règles communes que la manière dont ils ont été appliqués. Cette distinction est essentielle, car elle ouvre la possibilité d'une réappropriation partielle de l'ordre libéral sous une forme révisée. Un autre facteur à considérer est la mémoire historique des transitions passées. Les ordres internationaux ont toujours été présentés comme stables jusqu'au moment où ils ont été remplacés, souvent de manière violente.
Cette mémoire nourrit aujourd'hui une inquiétude diffuse, l'idée que le déclin de l'ordre libéral pourrait annoncer une période de chaos ou de conflit majeur. Cette peur influence les comportements, parfois en renforçant les réflexes de coopération, parfois en justifiant des stratégies de repli et de préparation au pire. Cette ambivalence se reflète dans les politiques de défense, où l'on observe à la fois un discours sur la nécessité de préserver l'ordre international et une augmentation des budgets militaires. Cette coexistence de discours normatifs et de pratiques sécuritaires est un signe de transition. Elle indique que les acteurs ne croient plus totalement à la capacité de l'ordre existant à garantir la sécurité, tout en n'étant pas prêts à l'abandonner complètement. Ce positionnement intermédiaire est révélateur d'un ordre en suspension, ni pleinement fonctionnel ni entièrement remplacé. La question de savoir si la fin est déjà actée dépend alors du seuil que l'on considère comme décisif. Si l'on définit la fin comme la disparition des institutions et des règles, la réponse est clairement négative, l'ordre libéral est toujours là. Mais si l'on définit la fin comme la perte de sa capacité à structurer les attentes et les comportements de manière prévisible, alors on peut soutenir que cette fin est déjà largement engagée, car l'incertitude est devenue la norme, les engagements sont conditionnels, et la confiance dans les règles communes est faible. Cette distinction conceptuelle est cruciale pour éviter les malentendus. Elle montre que le débat n'est pas simplement empirique mais aussi normatif. Il dépend de ce que l'on attend d'un ordre international. Si l'on attend un cadre stable, universel et contraignant, l'ordre libéral est clairement en crise profonde, peut-être terminale, mais si l'on accepte un ordre plus souple, plus fragmenté et plus contesté, alors on peut considérer que l'ordre libéral est en train de se transformer plutôt que de disparaître. Cette transformation pourrait durer des décennies, comme ce fut le cas pour d'autres transitions historiques, et pendant cette période les acteurs devront naviguer dans un environnement marqué par l'ambiguïté, les ajustements temporaires et les compromis instables. Cette perspective invite à la prudence dans les diagnostics définitifs, car déclarer trop tôt la mort de l'ordre libéral peut devenir une prophétie autoréalisatrice, en légitimant des comportements de rupture, tandis que nier son déclin peut empêcher les réformes nécessaires. La question de savoir si la fin de l'ordre libéral international est déjà actée reste donc ouverte, non pas parce que les signaux sont contradictoires, mais parce que la réalité elle-même est contradictoire, mêlant continuité et rupture, inertie et changement, et c'est précisément cette contradiction qui définit le moment historique actuel, un moment où l'ancien ordre n'est plus pleinement crédible, mais où le nouveau n'est pas encore clairement formulé, laissant le monde dans un état de transition prolongée, dont l'issue demeure incertaine.